Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui rassemble spiritualité et entrepreneuriat. Mon intention est d'ouvrir, grâce à ce podcast, des pistes de réflexion, d'aider les hommes à accéder à leur puissance personnelle pour qu'ils réalisent leurs objectifs ambitieux et atteignent une vie épanouie et pleine de sens. Alors plongeons ensemble dans les secrets vers notre grandeur. Bienvenue dans Arcane. Alors après le guerrier et le magicien, on va aborder un des 4 archétypes les plus puissants de notre masculinité, c'est le roi. 3 exemples, 3 noms pour commencer: Nelson Mandela, Charlemagne, Aragorn. Ce sont tous des expressions extrêmement puissantes de l'archétype du roi dans sa pleine puissance. Alors comment un homme peut devenir un roi? Parce que oui, chaque homme a son royaume à gouverner, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, vous avez votre propre royaume. Et la promesse de cet épisode aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer si vous accédez à votre roi intérieur? Ce qui va se passer, c'est que ça va vous permettre d'impacter votre leadership, votre stabilité, d'asseoir une vision, de développer une compassion et une influence positive sur votre entourage et donc sur vous-même. Encore une fois, très rapidement, qu'est-ce qu'un archétype? Si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, c'est une collection de patterns ou d'énergie psychique qui inclut des pensées bien distinctes comme des sentiments, des images, des impulsions, des attitudes et des comportements. Voyez l'archétype comme une sous-personnalité de votre psyché, d'accord? C'est une sous-personnalité, qui a sa propre histoire et ses propres croyances. Il y a beaucoup d'archétypes différents et tous sont actifs, plus ou moins simultanément, plus ou moins à tour de rôle, mais très peu ont autant d'influence que le roi qui domine avec les 3 autres principaux que sont le magicien, le guerrier et l'amant. Donc l'archétype du roi, quel est-il? Lui, il incarne la maturité et la responsabilité. Ça, c'est un mot qui fait écho chez moi, la responsabilité. Pour moi, 2024, c'est vraiment l'année de la responsabilité avec un R majuscule. J'ai attaqué 2024 avec 4 business à porter simultanément à bout de bras, même si on a certaines qu'on essaie de prioriser. En fait, on se fait toujours rattraper par les 3 autres. On n'arrive pas à se donner corps et âme, à donner une intention très claire, très précise et très poussée, et justement à pousser ce projet pour qu'il avance. Donc au final, je me suis retrouvé avec 4 projets qui avançaient, qui piétinaient. Je peux même pas dire qu'ils avançaient, parce que si concrètement il y avait des choses qui étaient mises en place, il y avait des actions qui découlaient de tous ces projets, il y avait certains résultats, un certain chiffre d'affaires chez ces business-là, mais c'était pas possible de toucher les ambitions que j'avais, et même pas de loin en fait. Donc au bout d'un moment, il m'a fallu faire un choix, prendre justement mes responsabilités, prendre justement ma maturité et arrêter de fonctionner avec le carburant de la peur, puisque c'est ça qui se jouait chez moi, qui se joue encore aujourd'hui certainement. C'est d'être complètement drivé par la peur, de me dire: «OK, alors je fais ce projet parce qu'il me tient à cœur, mais s'il marche pas, j'ai, tel et tel projet qui tourne à côté». À la base, c'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier, à la toute base, hein, en tant que propriétaire, pas, dans ma société de gestion immobilière. C'était, justement pour me dire: «Bah, voilà, j'ai un revenu passif qui tourne et je vais stacker ça au fur et à mesure des années», dans la peur du manque. Et ça, c'est problématique parce que je l'ai fait un peu, un minimum dans l'excitation et l'enthousiasme, mais surtout et beaucoup dans la peur du manque. Et aujourd'hui, si vous êtes, aligné avec la spiritualité et que ça vous parle, vous savez qu'on attire ce qu'on sème, et si j'ai semé à ce moment-là beaucoup de peur du manque, j'ai récolté plus tard beaucoup de manque. Au niveau de l'argent, hein, je parle bien précisément au niveau de l'argent. Cet appartement a mis du temps à... Enfin non, en fait, il a pas mis du temps, il s'est lancé très, très, très rapidement, mais derrière, en fait, j'ai enchaîné les mauvaises décisions et une mauvaise gestion qui fait que je n'ai connu que le manque d'argent sur le compte bancaire qui était lié à cet investissement immobilier. Vraiment, entre les taxes foncières, taxes d'habitation qui étaient mal gérées, entre, des interventions, et là encore, il y a pas si longtemps que ça, des interventions contre des nuisibles, plusieurs fois, donc avec des cafards, avec des punaises de lit, avec plein de choses et j'en passe, ce qui fait que on n'a jamais vraiment pu monter la trésorerie de manière confortable, et cet investissement ne m'a jamais apporté, jamais, non, attention, c'est une bêtise, m'apporte avec grande difficulté
une sérénité financière parce que je l'ai fait dans le manque d'argent et donc j'ai attiré l'abondance du manque d'argent. Donc super. Donc quand on comprend ça, on switch et on peut se focus sur les projets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous mettent vraiment en joie. Et j'ai donc lâché des business qui payaient plusieurs milliers d'euros par mois. Au total, j'en ai lâché 3 pour me concentrer uniquement sur ma société de gestion immobilière et me concentrer aujourd'hui sur ce podcast qui me prend pas vraiment un temps formidable toute l'année, mais pour lancer mon offre d'accompagnement et revenir plus tard dans du coaching parce que c'est tout à fait viable pour moi d'avoir un projet principal, d'accord, avec un projet secondaire et sachant que mon projet principal, qui est la société de gestion immobilière, je sais que ce sera pas un projet principal toute ma vie. Je sais que ce sera un projet dans lequel j'aimerais toujours avoir un pied et toujours piloter et avoir, on va dire, une équipe qui va me permettre de le faire croître. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas et aujourd'hui, ce projet est encore un bébé qui a besoin de moi. Et même si je sais que je vais rester dedans certainement toute ma vie dans ce projet, je sais que j'ai des cycles, que j'ai des phases et que la roue va certainement tourner et que au bout d'un moment, et je sens que ça arrive bientôt, je vais avoir envie de me reconsacrer à fond dans l'accompagnement, dans le mentorat, dans les finances, etc. Et que pour moi, c'est aussi une manière de me concentrer sur ce projet-là aujourd'hui de gestion immobilière que de faire aussi plus de preuves dans ce que je sais faire pour plus tard avoir plus de viande aussi dans mon accompagnement et de dire, ben voilà, j'ai eu tel et tel accomplissement qui me permet aussi d'asseoir une certaine légitimité dans mon accompagnement pour mes futurs clients. Et on reswitchera à ce moment-là. Je serai plutôt focus sur l'accompagnement avec un petit peu moins dans la société de gestion immobilière parce qu'il y aura une team. Mais c'est précisément un bon exemple aujourd'hui que j'utilise pour parler de l'archétype du roi. Parce que il m'a fallu faire preuve d'humilité pour réussir à prendre cette maturité. J'ai fait un post il y a pas longtemps d'ailleurs sur Instagram. La maturité ne se développe que grâce à l'humilité, la plupart du temps. Et l'humilité ne veut pas dire humiliation. Et ça, c'est un problème qu'on a chez beaucoup d'hommes, c'est que quand on se pense humble, ou quand on essaye d'être humble, on a peur de se faire humilier. Je dis pas qu'on l'est 100% du temps, et la preuve en est qu'on est très rarement humilié, voire jamais, mais je sais pas pourquoi, j'ai constaté ça chez certains autres hommes, j'ai constaté ça chez moi aussi, que l'humilité est souvent synonyme d'humiliation. Et je sais pas pourquoi on a ça, et c'est à creuser, c'est très intéressant. Donc voilà, reprendre cette humilité, pour développer la maturité nécessaire pour que je comprenne que je prenais pas mes responsabilités dans ma boîte de gestion immobilière. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai ça, je peux me focus et la boîte peut avancer et générer des vrais résultats réellement impactants. Et on le voit depuis qu'on a repris la gestion à temps plein, full focus, parce que Océane, ma compagne, avait à peu près le même problème que moi, c'est-à-dire qu'elle était focus, mais pas de la bonne manière, donc elle, c'était encore une autre approche de prise de responsabilité, mais comme pour elle, comme pour moi, là, cette année, ça a été comprendre la définition du mot responsabilité, et passer du petit enfant capricieux, même de l'adolescent capricieux, qui veut tout de suite, et on en parlera dans les ombres du roi plus tard dans cet épisode, à vraiment devenir le roi, créer ce qui a besoin d'être créé, gérer ce qui a besoin d'être géré, et ordonner tout ceci pour que le royaume puisse tourner, pour qu'il soit sain, et surtout pour qu'il puisse accueillir tout le monde dans les ambitions de tout le monde. Moi, mon ambition avec cette société, forcément, quand on lance un business, c'est pour avoir une certaine réussite financière, mais pas que. Aussi, une réussite dans tout plein de domaines qui me tiennent vraiment à cœur de développer comme qualité. Et moi, ma liste personnelle de ces qualités que je veux développer avec cette boîte, c'est d'être capable justement de faire preuve d'une grande organisation, parce que une société de gestion immobilière, c'est une dinguerie en termes d'organisation. C'est vraiment, on peut vraiment se prendre la tête sur des micro-détails qui n'ont a priori pas d'impact, mais qui en fait, par effet boule de neige, vont impacter énormément de choses dans énormément de process différents. Donc c'est un monde de réglages à faire au millimètre qui, moi, me passionne énormément, moi qui m'intéresse à la systémie en entreprise. Alors là, je suis servi, je me régale. Et la deuxième compétence que je veux développer aussi grâce à cette boîte, c'est le management d'équipes de ressources humaines. Et je sais que en étant focus là-dessus, bah, potentiellement, je vais atteindre ces 3 objectifs. Réussite financière, systémie d'entreprise et management de ressources humaines. Donc ça, c'est ce qui me tient à cœur. Pour revenir sur le roi, dans sa plus grande puissance, il faut le voir comme un leader, certes, mais un leader sage et toujours bienveillant.
toujours, toujours, toujours bienveillant, qui va inspirer. Il est inspiré, le roi, et il est inspirant. Ça, c'est super important. Comment on fait pour être inspirant? On est en compassion, on écoute les autres et on est capable de, pas forcément toujours les cadrer, mais aussi de les laisser s'exprimer. De prendre l'essence de ce qu'ils ont à proposer dans notre royaume, de les voir un peu comme des sujets, sachant qu'il faut aussi garder en tête qu'eux-mêmes ont leur propre royaume à gérer, mais que en cohésion dans notre royaume, comment on les laisse s'exprimer et comment cette expression-là, on va la canaliser pour en faire quelque chose d'encore, alors pas d'encore plus sublime, parce que là ce serait de l'ego et ce serait peut-être essayer de manipuler quelque chose, mais créer un ordre systémique, créer un système, pour pas utiliser des mots trop compliqués, créer un système très simple qui va permettre à ces personnes de s'exprimer. C'est quoi de la systémie en entreprise? Je prends par exemple, donc là, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent dans l'immobilier, mais j'en ai vu un passer sur Instagram il y a pas très longtemps, sur Google. Ils étaient connus pour leur cantine à volonté. De tout temps, à toute heure de la journée, on peut aller manger à l'œil, c'est à volonté. Dès qu'on est employé chez Google, on a accès à cette nourriture en illimité. Sauf que ça a créé des problèmes d'obésité certains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger ce problème? Ben, c'est là où la systémie intervient. Ils ont simplement mis toute la malbouffe sous des cloches opaques, toute la bouffe saine sous des cloches en verre. Ils ont réagencé la file d'attente, enfin la file, pas la file d'attente, la file dans laquelle on se sert les plats, pour commencer toujours par les plats les plus sains, en avançant vers les plats les moins sains, pour mettre les boissons healthy, donc l'eau pétillante, etc., à portée de main, à portée d'œil, à hauteur d'œil, et les boissons, enfin, les sodas, tout ce qui est moins sain, soit en hauteur, soit très bas, donc moins facile d'accès. Et ça, c'est un exemple systémique qui est ultra parlant pour, simplement, ils ont largement permis de, alors en termes de calories consommées à l'année, alors je sais plus comment ils ont traqué tout ça, mais ils ont vu qu'ils avaient diminué drastiquement le nombre de calories que leurs employés consommaient à l'année, juste en faisant ce changement de système. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi la même chose dans votre boîte quand vous avez une équipe, de réfléchir à votre systémie. Et en fait, le roi, c'est son rôle à lui de travailler cette systémie d'entreprise et de se dire, ok, bon bah là pour reprendre l'exemple de Google, bon bah là j'ai un potentiel avec les calories consommées, donc comment je fais pour que les calories consommées soient à la fois suffisamment basses, mais sans que ça impacte le niveau de satisfaction de mes employés. Et les employés ne se sont pas rendus compte. Il n'y a pas eu de communication de Google, il n'y a pas eu de rien du tout, ils ont juste changé ça et ils ont constaté ces résultats-là. Et ben nous, c'est pareil dans nos entreprises, comment on fait des changements systémiques pour que naturellement ça soit fluide. Pour que naturellement nos collaborateurs, nos employés, nos prestataires s'expriment dans leur plus grand génie et nous permettent de toucher dans notre entreprise le plus grand résultat possible. Ça, c'est un roi, un leader sage et bienveillant qui s'exprime dans sa pleine puissance. Et c'est hyper intéressant, et moi, des exemples dans ma société de gestion immobilière, j'en ai tous les jours en systémie. Moi qui étais habitué à du service digital ou même du service en présentiel, là je suis passé sur du service vraiment matériel. C'est pas du tout les mêmes enjeux et c'est hyper intéressant et ça vient éprouver ma compétence systémique, c'est un régal. Donc, le roi, son rôle et ses pouvoirs, c'est d'être capable de cultiver d'abord sa propre stabilité avant d'essayer de la mettre en place dans son royaume, parce qu'il faut se connaître soi-même pour connaître un petit peu les lois qui vont régir notre environnement, puisque, pour reprendre la définition de la responsabilité, nous sommes responsables de notre environnement et pas l'inverse. C'est pas notre environnement qui est responsable de ce qu'on est, c'est ce qu'on est qui va créer notre environnement. Vos amis, c'est vous qui les choisissez par exemple, pour ne prendre que cet exemple. D'accord? Donc, cultiver l'équilibre entre vos actions et vos décisions, c'est ça qui va permettre de déjà créer une première stabilité dans un cercle, enfin dans une sphère très intime. Donc, notre sphère personnelle, pas la sphère de notre royaume. Donc, ensuite, pour élargir cette sphère, le roi, c'est celui qui protège et qui bénit ceux qui sont sous son influence. Donc, l'exemple que je donnais juste avant, de comment on fait pour que nos sujets s'expriment dans leur pleine puissance. Et donc, si vous voulez accéder à votre roi dans sa pleine puissance, il est de votre devoir, j'insiste bien sur ce mot, de développer votre compassion et surtout votre compréhension pour les autres. Parce que n'allez pas prétendre de tout votre ego que vous savez ce qui est le mieux pour les autres, avant même d'avoir essayé de les écouter. Et même après les avoir écoutés,
il faut laisser la place aux autres d'exprimer leur génie, et donc pour ça, être réellement compatissant et réellement dans la compréhension. Je vais citer les auteurs, dans leurs livres, ils écrivent « Le roi véritable sert de lumière, tel un phare, incarnant l'intégrité et inspirant les autres à atteindre leur potentiel le plus élevé. » Voilà, ces citations se suffisent à elles-mêmes, j'ai pas besoin de revenir dessus. Donc cette phrase s'applique à tout le monde, mais avant tout à nous-mêmes, à l'homme qui est intéressé par développer son roi dans sa pleine puissance. Donc le rôle principal du roi, si on résume, c'est donc de comprendre sa place afin de l'incarner pleinement et de gouverner au service du bien. Votre capacité à écouter attentivement et à prendre des décisions réfléchies peut également nous guider tous pour devenir une force stabilisatrice de notre propre environnement. Un homme réfléchi prend les bonnes décisions pour influer correctement sur son environnement. Et dans son environnement, cet homme réfléchi, intégré et qui accède à son roi comprend qu'il est dedans, mais comprend qu'il y a d'autres personnes aussi dans ce même environnement. Donc en somme, il faut chercher à agir avec intégrité et agir avec justice en visant le bien commun et en soutenant la croissance et le bien-être d'autrui. Je me répète un peu, c'est hyper important. Je mets beaucoup de mots qui sont des synonymes, hein, intégrité, justice, etc., l'expression, la créativité, tout ça. Donc, plusieurs angles pour approcher la même idée. Maintenant, des exemples. Concrètement, il y a eu plein, enfin des milliers, des millions certainement, mais là je recense que les plus connus d'hommes qui accèdent à leur roi. Donc, dans ma liste, j'ai mis Nelson Mandela, qui, en accédant à cette puissance-là, a réussi à guider l'Afrique du Sud vers la fin de l'apartheid, et il incarne carrément la paix mondiale. Enfin, il a reçu un prix Nobel pour ça. Et c'est pas ses 27 ans d'emprisonnement qui lui ont détourné de ses ambitions et du royaume qu'il visualisait, en fait. Donc hyper inspirant. Warren Buffett, ensuite. Lui, il incarne la sagesse financière et le leadership pour des raisons évidentes. Ceux qui s'intéressent à ce podcast s'intéressent aussi à l'intelligence financière, donc je pense que vous connaissez Warren Buffett. Sinon, c'est un des plus grands investisseurs, il a longtemps été l'homme le plus riche du monde. Je sais plus si c'est le cas à l'heure actuelle, mais voilà, en tout cas, il influence des générations entières d'investisseurs. Le roi, donc là, ça se recoupe un peu avec le magicien et la vision. Le roi, il est inspirant. Warren Buffett, quand je dis influence, c'est il inspire, c'est le même mot pour moi. C'est pas il influence volontairement et il dit faites ci, faites ça. Juste par ses résultats, par ce qu'il incarne, simplement ça c'est inspirant et les gens le suivent et les gens le reproduisent. Là, on parle d'investissement boursier, beaucoup de gens le reproduisent, analysent ses portefeuilles pour pouvoir faire les mêmes placements. Donc, hyper puissant. Bill Gates, lui, il a changé la façon dont le monde utilise les ordinateurs et il investit des milliards grâce à ce premier royaume, justement, dans la résolution de nombreux problèmes mondiaux. Lui, son royaume, il élargit à fond, pour le coup. Très très large, à l'échelle de la planète. Pour revenir sur une échelle un peu plus petite, et quand même, là on va parler de Dubaï, Mohamed, donc le roi Mohamed Al Maktoum, je crois que c'est un roi, hein. Oui, bah lui pour le coup c'est un roi. Concrètement, son titre officiel c'est un roi. Sous son règne, Dubaï est devenu une métropole mondiale. Donc il a réussi à faire un business de sa ville et à faire en sorte que ses habitants vantent eux-mêmes un système éducatif, un système de sécurité, un système d'accès à la santé qui sont innovants. Et alors je me suis pas renseigné en profondeur sur la question, mais de tous les retours, et je dis bien de tous les retours, 100% des retours que j'ai des gens qui habitent à Dubaï, ou des gens en tout cas qui en parlent publiquement, sur les réseaux, etc., ne sont que des gens qui en disent du bien. C'est assez hallucinant à écouter. Un exemple moins récent, ensuite, j'ai mis Louis XIV dans cette liste, qui lui, il a centralisé complètement le pouvoir, il a développé un état puissant autour de son influence, et en encourageant les arts et les lettres. Donc vraiment, il a permis une grosse avancée, lui, quand il est arrivé au pouvoir, pareil, officiellement en tant que roi. Lui, ça a été un roi officiel. Charlemagne, lui, il a unifié une grande partie de l'Europe. Sous l'Empire carolingien, il a encouragé le renouveau culturel et éducatif dans un mouvement de renaissance, donc c'est lui qui, pareil, qui a mis la pierre à l'édifice pour aller chercher la Renaissance. Et ensuite, pour finir sur un exemple fictif, j'ai mis Aragorn, qui lui, pour le coup, pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est l'archétype du roi par excellence. Lui, il unifie les peuples entiers pour les libérer justement de l'influence du mal incarné de Sauron. Donc là, on peut pas faire plus schématique, ok? C'est l'archétype
par essence du roi contre l'archétype par essence du mal, et on les fait se confronter, et forcément c'est le bien qui triomphe à la fin. Seigneur des Anneaux, Aragorn, excellente référence. Donc tous ceux qu'on reconnaît comme des leaders, comme des stratèges, comme des visionnaires, sont des hommes qui accèdent à leur roi. Ça veut pas dire qu'ils le sont tout le temps, ok. Pour reprendre l'exemple de Bill Gates, il a aussi des déboires, pareil pour Warren Buffett, pareil pour à peu près tous ceux que j'ai listés là, d'accord. Ce ne sont pas des rois condamnés à être des rois hyper inspirants et tout le temps. Il y a aussi les ombres, d'accord. On va les voir juste après. Encore une fois, et je le redirai certainement juste après, la question n'est pas de se demander si on est un roi, ou si on est un tyran, ou si on est un faiblard. La question est de se demander à quelle fréquence ça tourne, et à quelle fréquence on arrive à rester la majorité du temps, en tant que roi. Donc, le roi guide son peuple. D'accord ? Votre peuple, ça peut être vous, ça peut être votre foyer, ça peut être votre business, ça peut être votre famille, qu'elle soit votre famille nucléaire ou votre famille un peu plus ouverte, ça peut être votre ville, si vous êtes maire, ça peut être votre pays, si vous êtes président, ça peut être votre pays, si vous avez un business qui impacte directement l'économie du pays, parce que vous commencez à avoir un très gros business qui apporte une grosse valeur. Ça peut être, voilà, ça peut partir de quelque chose d'aussi petit que vous et votre foyer à quelque chose d'aussi large que ça. Votre peuple, c'est vous qui définissez qui il est. Donc dans notre quotidien, cela signifie qu'en tant qu'homme, nous devons protéger notre foyer et le guider vers le mieux. Le roi ne se contente pas d'une homéostasie figée, il cherche l'épanouissement idéal pour tout le monde. Je le répète, l'épanouissement idéal pour tout le monde, lui y compris. J'ai un exemple à donner dans ma vie personnelle, un exemple vraiment très con, très bateau, mais j'ai eu envie de le mettre là dans cet épisode. J'ai eu une récente altercation avec ma compagne Océane concernant les tâches ménagères, et la dispute a pris des proportions vraiment, pour le coup disproportionnées par rapport à ce qu'on abordait. Mais en gros, ce qu'il en est ressorti, parce que là pour le coup, moi clairement j'étais pas dans mon roi, j'étais pas dans ma pleine puissance, elle aussi dans ses insécurités, bref, on est parti d'un petit truc assez dérisoire pour en faire quelque chose de trop gros. Mais au final, ce qu'il en ressort, c'est que, à la fin, pareil, humilité, maturité, responsabilité. Et c'est comme ça qu'on est sorti de cette dispute. Avec un peu de temps, mais du coup, alors quand je dis un peu de temps, c'est pas des semaines, hein, quelques heures. Et en faisant preuve de beaucoup d'humilité, j'ai pu aller chercher la petite graine de maturité qui me manquait pour aller prendre la responsabilité de me dire: «OK, là, à ce moment-là, elle exprime un besoin qui n'est pas assouvi, et le problème qu'elle exprime, c'est pas n'importe quel autre homme sur terre avec qui elle l'exprime, c'est avec moi». D'accord? C'est pas avec un pote, c'est pas avec, le président de la République, c'est avec moi. Donc moi, quelle est la responsabilité que je ne prends pas, ou que je prends mal, ou qui est mal cadrée, peu importe, qui fait que on est en train de parler de ce qu'on est en train de parler. Donc, pour les tâches ménagères, ce qui en est ressorti, c'est que si elle me demande de participer, c'est qu'il est de mon devoir d'anticiper le fait qu'elle n'ait pas à me demander. Attention, c'est chaud. Ce que je vais dire, peut-être que ça va bousculer certains hommes qui peuvent écouter ce podcast. Je dois anticiper le fait qu'elle n'ait pas à me demander de faire cette tâche de ménage. De faire, je sais pas, je sais plus de quoi c'était, je sais plus si c'était, l'aspirateur ou plier du linge, enfin vraiment un truc vraiment con. À un moment donné, je suis passé devant, je crois que c'était du linge qui était pas plié. Je suis passé devant, et il pendait, et clairement il était sec et j'aurais vraiment pu m'en occuper. Il fallait juste le plier, le ranger. Je suis juste passé devant et je l'ai ignoré. Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que je l'ai pas vu? Est-ce que je l'ai fait exprès? Pas exprès? Bref, le fait est que il a traîné là toute la journée et clairement j'aurais pu m'en occuper. Donc pour cet exemple-là, comment j'aurais pu anticiper le fait qu'elle n'ait pas à me demander? Ce qu'il en ressort, ça signifie pas qu'il faut tout faire à sa place, comme ça ne signifie pas qu'elle doit tout faire à ma place. Et là, je prends un exemple vraiment bateau qui concerne tout le monde. Ça concerne pas les entrepreneurs qui font du business, la spiritualité ou autre. Ça concerne absolument tout le monde qui est en couple, que tu sois avec un homme, une femme, hétéro, homo, peu importe, là, vraiment c'est un exemple qui touche tout le monde, les fucking tâches ménagères. Donc je fais pas tout à sa place, elle fait pas tout à ma place, par contre il y a une responsabilité, il y a un cadre, il y a un royaume, et dans ce royaume, encore une fois je le répète, tout le monde doit se sentir bien à sa place, et heureux, vers le bien. Donc ça signifie qu'il faut créer un espace d'un juste équilibre, dans lequel aucune partie ne peut se sentir lésée, car l'injustice n'a pas sa place dans le royaume d'un homme équilibré, et un bon roi crée un bon système. Donc pour Océane et moi,
Ça s'est traduit par mettre en place simplement plus de confiance. Quand l'un de nous passe devant une tâche à effectuer, il ou elle se doit de l'effectuer en s'efforçant de ne pas s'invoquer en son fort intérieur une quelconque flemme, ni de râler, mais en le faisant dans la bonne humeur, et pour participer à un foyer qui respire et qui est fondé sur le plaisir qu'aura l'autre de constater qu'il s'est fait aider. Vraiment, on se base là-dessus. Tout ceci ne se base pas sur une grille de score pour vérifier que l'un va en faire autant que l'autre, à compter les points de ok, si moi je m'occupe de la poubelle, ça compte combien de points versus si c'est toi qui fais le linge ou qui fais une lessive par exemple. Combien d'heures tu y passes. Je sais qu'il y a des couples qui font ça, je sais que j'ai pu le faire moi aussi par le passé, mais c'est beaucoup plus efficace si on le fait simplement dans la bonne humeur et dans le fait de se faire confiance. Je le fais là à ce moment-là, c'est pas cadré, peu importe, mais je le fais dans la bonne humeur parce que je sais qu'elle va prendre du plaisir à constater que c'est fait et inversement, elle va avoir envie de déclencher la même chose dans l'autre sens. Donc plutôt que de créer un royaume basé sur une grille de lecture avec des heures et des scores et etc., baser un royaume sur la confiance et la joie et la bonne humeur de le faire. Et tout le reste, tout ce qui nous prend trop de charge mentale, tout ce qui nous prend trop de temps, eh ben ça, on s'en fiche, on le confiera plus tard à notre femme de ménage, et c'est ok. Donc ça, c'est juste un exemple vraiment très con et très bateau, et certainement que ça parlera pas du tout à la plupart d'entre vous, et peut-être que même en m'écoutant, vous êtes en train de vous dire « Ah non, 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 bah ça c'est pas possible, je sais d'avance que ça marchera pas, et nul ». Donc, et c'est ok, d'accord. Je dis juste que je me sers de cet exemple aussi, justement débile soit-il, pour montrer qu'un roi a beaucoup de sujets comme celui-ci à traiter, et il doit en prendre la responsabilité de les traiter sans délai. Pour moi, la définition de la responsabilité, celle que je suis en train d'expérimenter en tout cas cette année, c'est que la responsabilité, c'est l'action sans délai, sans râler, sans frustration, sans caprice, de faire ce qui doit être fait, au moment où ça doit être fait. Et pas invoquer une quelconque flemme ou une quelconque procrastination de se dire ok vas-y je le repousse le plus loin possible, je fais semblant de pas l'entendre. Un autre exemple dans ma vie professionnelle, cette fois-ci, justement ma société de gestion immobilière. En ce moment elle demande une gestion particulièrement cadencée de beaucoup de nouvelles tâches pénibles et récurrentes qu'on déléguait avant et qu'on a eu besoin de récupérer à nous pour comprendre en fait tout ce qui se passait, toutes les fuites qu'il y avait justement au niveau systémique, au niveau, et pas que systémique, vraiment juste au niveau de la tâche à accomplir, euh, au niveau des process, au niveau de beaucoup de choses qui créaient autant de fuites parce qu'il n'y avait pas un bon contrôle de notre part, il n'y avait pas des bons audits, il n'y avait pas, des fois même, pas de process tout simplement. Donc on récupère toutes ces tâches pénibles et récurrentes qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais du coup, encore une fois, humilité, maturité, responsabilité, on fait les tâches. Donc, je dis on pourquoi? Parce que Océane, ma femme, est associée avec moi dans ma boîte, enfin dans notre boîte pour le coup, puisqu'on est associés. Et comme c'est justement le projet de redéléguer ça correctement à la prochaine recrue, à la prochaine personne qui sera formée. Et quand je dis formée, c'est une vraie formation de certainement un bon mois entier à faire de l'observation puis de l'implémentation dans l'entreprise. Il faut qu'on s'y frotte, qu'on prenne la responsabilité de correctement savoir quoi faire. Euh, Comment j'ai fait ça? J'ai créé un Notion qui va nous permettre de nous répartir justement ces tâches-là, qui va nous permettre de se baser sur un système GTD, pour ceux qui connaissent, et qui va nous permettre de garder une trace de tout ce qui est fait, et qui en plus va faire remonter toutes les datas pour accélérer la création de futurs process, et permettre d'identifier instantanément les tâches qui sont récurrentes, de les trier automatiquement aux bonnes personnes, et tout ça, ben là c'est construit, donc là on est en train de l'utiliser, et plus tard ça va nous permettre de systémiser tout cet aspect récurrent et pénible de tâches de niveau 1 dans notre boîte. Moi, j'ai une vision dans mes boîtes, ça a toujours été comme ça, et je pense que c'est pareil dans toutes les boîtes. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs strates d'importance dans les tâches. Et quand je dis les tâches de niveau 1, c'est des tâches qui peuvent être faites par... Alors, on peut rajouter le niveau 0. On peut dire il y a des tâches de niveau 0 qui peuvent être faites par n'importe quel humain. C'est du plug and play, tu prends n'importe quel humain, tu mets juste un bon process, tu lui fais lire le process, et tu le plugs sur la tâche, et tu peux mettre littéralement n'importe quel humain. Pourquoi? Parce que c'est une tâche de niveau 0 et qui a besoin d'aucune compétence. Ensuite, les tâches de niveau 1, il y a besoin d'un, on va dire, au minimum un temps de formation, ou de connaître un minimum le sujet et de se dire, bon ben voilà, là, il faut que je mette ci et ça en place. Pareil, on met quand même un process et on met l'humain dessus. Et au bout d'un moment, quand on est patron,
on a besoin d'accéder le plus vite possible à des tâches de niveau 2, 3, 4, 5, qui va nous demander à chaque fois beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de responsabilités, parce qu'à chaque fois qu'on monte dans les niveaux dans ces tâches-là, on va monter aussi énormément dans les compétences, dans les responsabilités. C'est surtout ça. Parce que les décisions qu'on va prendre au niveau 2 vont impacter celles au niveau 1 et au niveau 0, largement, vont largement les impacter, et vont encore plus impacter les résultats, le bilan, les chiffres d'affaires, etc. D'accord? Donc nous, c'est ce qu'on a mis en place. Et pour coupler cet exemple à un autre exemple qui ne m'appartient pas, je sais que dans une autre boîte d'un ami, qui lui, pour le coup, avait besoin de déléguer beaucoup de choses à un développeur, il s'est fait arnaquer pendant des mois le prix du développement qu'il demandait, parce qu'il avait aucune idée de ce qu'il demandait. Et que du coup, le développeur en question, alors est-ce qu'il a eu pas de chance, ou est-ce que c'est courant dans ce domaine-là, mais en tout cas, ce développeur à ce moment-là le surfacturait en termes de temps. C'est-à-dire, il mettait le bon taux horaire, par contre, il annonçait pas du tout les bonnes heures. Quand cet ami demandait quelque chose à ce développeur-là, il lui disait, ben voilà, moi j'ai besoin de telle et telle fonctionnalité dans mon application, et le développeur, il lui disait, ok, ça va me prendre 2 semaines. Donc voilà, mis bout à bout, ben, au début, on capte pas, parce qu'on ne sait pas. Donc, on accepte. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir louche, et puis ça commence à pas être assez rapide. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, cet ami a commencé à apprendre des bases, vraiment, pour le coup, des bases de code de développement, et s'est rendu compte que il se faisait largement surfacturer, et que ce que le développeur annonçait faire en 2 semaines ou en 2 mois, ben, des fois, ça pouvait être divisé par 10, ça pouvait être fait littéralement en 2 jours. Et ça, pour le coup, c'est pas OK. Donc, en développant lui-même une base de cette compétence-là, il a pu ensuite faire une ramification sur des process corrects qui vont lui permettre de mettre sa boîte, et donc là, son royaume à l'échelle de son business, dans la bonne direction, pour qu'il soit prospère, et non pas pour qu'il soit exploité, c'est pas le but. Donc nous, là, c'est la même chose qu'on fait avec Océane, c'est que là, dans notre boîte, on s'est remis sur des tâches de niveau 1, parce qu'on a voulu accéder pour le coup trop vite au niveau 2, en déléguant des tâches de niveau 1 qu'on comprenait pas bien nous-mêmes, et que maintenant qu'on est redescendu au niveau 1, alors on a organisé un roulement pour que quand même le niveau 2 puisse quand même être opérationnel pendant ce temps-là, parce que sinon la boîte elle tiendrait pas, mais que du coup en revenant sur ce premier niveau-là de tâches moins importantes, mais récurrente et quand même cruciale pour que la boîte elle tourne tout simplement, et ben on se rend compte d'énormément de choses. Donc pour ce deuxième exemple dans ma vie pro, ça, à mes yeux, c'est l'exemple d'un roi qui organise son royaume pour le guider vers l'objectif, vers la prospérité, et pas vers la décadence ou vers la ruine. The time is always right to do what is right. Ok, ça c'est Martin Luther King Jr. qui a dit ça, c'est une citation de lui. Donc, moi, dans mon propre royaume, j'ai eu mes ombres et j'ai longtemps agi en tant que tyran dans mon royaume. Ça, c'est un problème. Ou avec mes collaborateurs, avec mes prestataires, à fuir mes responsabilités et à me dire, bon, bah, de toute façon, moi, je suis le patron, ce sera fait comme ça, ce sera fait à ces dates-là, et vous n'avez pas le choix. Ça, c'est un tyran, d'accord? Et je m'en sers du coup de cet exemple-là pour faire une transition vers l'ombre bipolaire du roi quand il est dans un excès d'énergie. À ce moment-là, il devient un tyran. Et lui, là où le roi, il gouverne par l'amour, vraiment, et par la compassion et l'empathie et l'expression de tout un chacun dans son royaume et le bien-être, là où le roi exerce par l'amour, le tyran exerce par la peur. La peur de quoi? La peur de perdre son pouvoir. Il craint tout ce qui est nouveau, parce que ce qui est nouveau, par définition, n'est pas sous son contrôle, puisque c'est nouveau. Donc il n'a même pas le temps de l'avoir mis sous son contrôle, c'est apparu à un endroit qu'il n'a pas contrôlé, par définition. Donc, le tyran, pour le coup, il va détruire sans effort et il va construire avec une grande difficulté. À partir de là, soyez attentifs, parce que ça m'a mis longtemps, même si je connaissais ça, ça m'a mis longtemps avant de comprendre que j'étais un tyran. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Le tyran manque de calme, il manque de structure, il manque de pouvoir intérieur, et surtout, je le répète, il détruit sans effort et construit avec grande difficulté. Il pointe du doigt, il ne se tourne jamais vers lui-même, et il use de son pouvoir pour le simple, je dirais pas plaisir, mais simplement parce qu'il peut. Il a du pouvoir, alors il s'en sert. Il dit, moi par exemple, clairement je prends mon cas dans ma boîte immobilière, j'étais là en mode, toi je te paye, donc tu vas faire ce que je te demande, et tu vas le faire comme ça, et dans ces délais-là. Et alors bien sûr, je pouvais osciller avec des énergies de temps en temps de roi, et puis aller voir cette personne ou ce prestataire pour lui dire, bon bah ok, comment tu le sens? Est-ce que tu arrives à avancer? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire moi quelque chose pour que ça soit bien fait et dans les délais? Mais instantanément, derrière,
enfin pas instantanément, mais quelques temps après, j'allais me remettre par défaut dans cette position de tyran et me dire bon bah là, allez là, on fait un audit, on fait la réunion, t'en es où dans ce truc, ça avance pas assez vite pour moi, ou enfin bref, à miner un peu la personne pour lui faire comprendre que de toute façon, si elle est dans mon royaume, c'est parce que je la veux bien en fait, c'est parce que pas parce que je la choisis, mais parce que elle m'est redevable de quelque chose. Et là, on n'est pas bon, d'accord? Pareil, citation des auteurs. Le tyran est obsédé par le pouvoir et le contrôle, exploitant les autres pour son propre bénéfice et instillant la peur plutôt que le respect mutuel. D'accord? Donc la peur dans les deux directions, parce qu'au final, ce que je disais au début de l'épisode, c'est que semer une graine de peur va nous faire récolter toujours plus de peur. Donc autant semer du respect pour récolter plus tard du respect. Ou même instantanément, hein. C'est pas forcément plus tard, hein. Des fois on sème la peur, on récolte instantanément la peur. Donc, il est plus facile pour un homme habité par l'ombre du tyran d'imposer ses choix plutôt que de les laisser ouverts aux autres. Car il n'envisage pas une option différente de celle qu'il a en tête et surtout, il n'a aucune confiance aux autres, seulement en lui-même et en ses propres capacités car il s'estime supérieur. Ça, là, ce que je viens de dire, c'est précisément pourquoi j'ai écrit comme ça, c'est parce que c'est ce qui m'a déclenché la compréhension du fait que j'étais un tyran et non pas un roi, car je n'envisageais pas une option différente que ce que j'avais en tête. Je faisais des réunions officielles sur le papier, mais en réalité, ce qui ressortait des réunions, bien que j'implémentais certaines idées, il fallait absolument que ça soit fait selon ma volonté. D'accord? Même si les idées étaient bonnes, c'est pas que je m'attribuais les idées, c'est pas du tout ça. C'est juste que je les remodelais pour que ça rentre exactement dans la pièce du puzzle que moi j'inventais. Et vraiment là, j'inventais pour le coup. Je ne suis pas capable de croire autrement qu'en mes propres capacités, parce que je m'estime supérieur, et je pense que tout ce que je délègue, même si je le délègue, ce sera mieux fait si c'est moi qui le fais. Et là, on a un problème. Là, on a un tyran, parce que un bon roi qui gouverne correctement son royaume, il ne met en place, là je prends l'exemple du business parce que c'est le plus parlant pour moi, il ne met en place au poste important dans son entreprise que des génies, que des autres rois qui ont leur royaume et qui clairement exprime un génie que lui-même ne serait pas capable de faire preuve. Après, ça dépend bien sûr de la nature des niveaux des tâches en question. Si on confie des tâches de niveau 0, ça va être difficile de mettre des génies. Non, on va juste mettre les gens qui ont besoin d'être mis. Mais par exemple, à partir déjà du niveau 1 et même du niveau 2, enfin surtout du niveau 2, c'est surtout là où là pour le coup il n'y a plus le choix, il faut mettre des génies. Il faut mettre des gens qui sont plus doués que ce que moi je ferais à leur place. Parce que sinon on n'avance pas. Parce que si j'ai cette croyance que de toute manière je suis meilleur que eux, à ce moment-là, oui, je vais m'auto-saboter en essayant de déléguer. Puisque je vais cultiver la croyance et le constat, surtout le constat quotidien, que c'est moins bien fait que ce que moi je ferais. Ok ? Est-ce que là déjà, ça peut faire tilt? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette ombre du tyran, qui est pour moi très insidieuse pour le coup? En réalité, le tyran, il est terrifié, d'accord? Il est terrifié de perdre son pouvoir, mais il est terrifié surtout à l'idée qu'il peut être moins que les autres. Et moi, c'est ça qui se jouait pour moi. J'étais terrifié à l'idée de valoir moins, de ne pas être à la hauteur. Alors, je me mettais dans cette position-là. Si au lieu de voir les autres, vous préférez être vu, si au lieu de comprendre les autres, vous préférez qu'on vous comprenne, qu'on vous écoute, alors vous êtes dominé par l'ombre du tyran. L'exemple incarné, et je vais faire exprès d'aller prendre un exemple extrême, c'est Geoffrey Baratheon, c'est Homelander dans The Boys. Eux, dès que leur autorité elle est remise en question, ils se crispent, ils invoquent la mort ou ils donnent la mort, même directement. Et pour le coup, Geoffrey Baratheon, dans la série Game of Thrones, il le dit même à voix haute à un moment dans la série, un roi doit être craint de son peuple pour être respecté. Il utilise une cruauté démesurée qui crée la peur dont il a besoin. Pareil pour Homelander dans la série The Boys. C'est les deux premiers qui me sont venus en tête quand j'ai écrit cet épisode. Donc si en tant qu'homme, vous êtes un tyran plutôt qu'un roi, vous pouvez l'identifier, ça je vous le donne, c'est pareil, ça m'a énormément aidé, grâce à deux mots, force et pouvoir. Le tyran force, le roi peut. La force est brute, elle est assemblée de toutes pièces, et surtout elle ne se soumet qu'à la loi de celui qui la manipule. Elle ne se soumet qu'à la loi du plus fort. C'est pour ça que cette expression existe. La loi du plus fort. La loi est soumise à celui qui exerce cette force. Alors que le pouvoir, lui, de l'autre côté, dans le côté bienveillant, il est pur et il est donné par les autres. Il est octroyé par les autres. Il n'est pas pris de force par celui qui le manipule, il est donné par le peuple qui décide de confier ce pouvoir-là, et il se soumet donc, non pas au roi, mais il se soumet au peuple, et non à l'utilisateur. Et pour moi, ça c'est hyper puissant. Il y a un auteur, le docteur David Hawkins, qui lui a écrit un livre entier dessus, Pouvoir contre force, qui explique
parfaitement cette notion. Les déterminants, le sous-titre du livre, c'est ça, je l'ai sous les yeux, les déterminants cachés du comportement humain. Hyper, hyper, hyper intéressant ce livre. Et tout le livre, et c'est même le titre, est basé sur ce concept de pouvoir contre force. Maintenant, de l'autre côté du triangle, donc encore une fois, on imagine un triangle à la pointe, en haut du triangle, on a le roi, à gauche ou à droite, hein, comme vous préférez, en excès, on a le tyran, et quand on n'arrive pas à accéder à son énergie de roi, donc de l'autre côté du triangle, on a le faiblard, d'accord? Quand on n'arrive pas du tout à accéder à son énergie de roi, on va régner malgré nous, sans en avoir la force, en destinant notre royaume à l'abandon et à la ruine. On est un roi faiblard. D'accord? Donc voici une liste. Je vais passer un peu plus rapidement sur cet exemple parce que il switch beaucoup avec le tyran. Pour moi, tyran et faiblard ne sont que deux facettes d'une même pièce qui ne fait que tourner tout le temps et constamment. Et vous allez comprendre grâce à la liste là que je vais vous citer pour identifier à quel moment vous êtes un faiblard. Vous êtes un faiblard quand vous êtes dans l'indécision, quand vous êtes un peu trop passif, quand vous êtes même dépendant, sans ambition, avec un manque d'autorité clair et constatable, quand vos proches ou collègues vous coupent la parole sans état d'âme, quand vous avez peur des conflits et que vous préférez les éviter plutôt que même d'en déclencher, même le potentiel du conflit vous l'évitez, quand vous êtes influençable, quand à chaque fois que vous demandez l'avis de quelqu'un, en fait vous switchez autant de fois qu'on vous donne d'avis différents, ou vous switchez sur le premier avis que vous recevez et vous n'allez pas écouter les avis des autres, c'est aussi être influençable, quand vous êtes trop laxiste ou quand vous manquez de charisme, quand c'est constatable, ou simplement quand vous en avez l'impression, déjà là, ça suffit. Vous êtes dans ce pôle bipolaire de l'ombre du roi qui est un faiblard en manque d'énergie. Donc, je vais pas passer plus de temps que ça sur le faiblard, simplement retenez, je l'ai dit plus tôt, je le redis maintenant, que ce n'est pas une question de savoir si vous êtes possédé par l'une de ces ombres, mais de savoir à quelle fréquence vous l'êtes. Et l'objectif de notre vie en général et de ce qu'on a à apprendre dans cette vie-là, c'est comment on fait pour passer la majorité du temps dans les bons archétypes. Donc, on a des exercices pour ça. Je vous propose une liste qui fonctionne très bien chez moi pour activer votre roi intérieur. Le premier, c'est la planification. La planification à l'année, au mois, à la semaine, ok, à mettre en cohérence avec la planification du magicien et la planification du guerrier, où lui, le guerrier, il va plutôt planifier à la journée, voire éventuellement à la semaine, mais certainement pas au mois ou à l'année. Lui, il va servir une cause, il va enchaîner ses to-do, et il va faire dans l'action concrète. Lui, le roi, il planifie, il va pas dans l'action, il va pas forcément sur le terrain, par contre, il a une vision et il emmène la cause dans la bonne direction. Donc, la planification, pour ça, entraînez-vous à avoir une vision globale de vos objectifs, à les découper de manière à installer et à faire grandir votre royaume, qu'il soit professionnel ou personnel, justement, c'est le principe. C'est le même royaume dans tous les cas, d'accord? Donc si vous vous contentez d'avoir des objectifs professionnels, vous devriez également mettre en place une direction pour votre foyer et vous-même. Moi, c'est ce que je fais par le biais d'un Notion. Encore une fois, j'en vante, cette application est folle, je mets tout dans Notion, notamment mes objectifs à l'année. Tous les ans, je fais comme un audit, si on veut, je fais un état des lieux de ma vie avec plusieurs catégories. Je pourrais partager la template, si ça vous intéresse, venez me la demander, soit en commentaire de cet épisode, soit directement en message privé sur Instagram. Je me ferai une joie de vous partager cette template qui vraiment a révolutionné ma vie pour moi. Donc, entre le 1er et le 5 janvier, tous les ans, du coup, je fais cet état des lieux-là. Et j'ai plein de catégories dans ma vie. Et à la fin, une fois que j'ai fait tout ça, ça prend une bonne demi-heure, 1 heure. À chaque fois quand même, bon, c'est une demi-heure, 1 heure par an, et c'est la demi-heure ou l'heure la mieux investie de l'année. Ça fait ressortir certaines choses, et du coup ça m'aide à prendre des objectifs. Et c'est hyper important pour moi d'avoir, pas autant d'objectifs professionnels que personnels, mais d'avoir des objectifs personnels. Parce que j'ai beaucoup d'objectifs professionnels, j'ai beaucoup d'objectifs peut-être financiers, j'ai beaucoup d'ambitions d'une manière générale, et c'est hyper important de cultiver des objectifs personnels. Car la vie n'est que croissance, et vous seriez bien mal renseigné si vous pensiez justement que on va juste chercher un état de stabilité en se disant moi une fois que j'ai ça je suis content dans ma vie. Non, une fois que vous l'aurez, vous aurez envie de plus, c'est sûr, la vie n'est que croissance. Donc il faut l'accepter aussi, et mettez-vous comment je vais chercher, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux chercher, qu'est-ce que je peux organiser pour me sentir encore un peu mieux. Et c'est pas une mauvaise chose. Le mieux est l'ennemi du bien. Cette expression, je sais ce que j'en pense. Donc cet exercice est très simple pour activer votre roi. Planifiez des objectifs. Planifiez, même pas forcément des objectifs, mais planifiez une vision en tout cas pour
votre épanouissement personnel à l'échelle de vous, de votre couple, de votre famille, de vos amis et de votre foyer d'une manière générale. Ensuite, deuxième exercice, les réunions. Ok. Observez comme vous dirigez vos réunions. C'est pas un exercice de faites des réunions, c'est juste si vous faites des réunions, observez-les, servez-vous de ce moment dans votre journée pour comprendre qu'est-ce qui se joue. Est-ce que tout le monde s'exprime? Est-ce que vous êtes écouté? Ça, c'est hyper important. Et est-ce que vous avez le lead ou pas le lead? Est-ce que c'est le propos d'avoir le lead? Est-ce que c'est vous qui dirigez la réunion ou pas? Si c'est pas vous ou si c'est vous, comment ça se passe? Donc là, il y a pas de tips ou d'insight particulier à vous donner, c'est simplement un moment d'observation parce que c'est l'endroit idéal où vous allez justement constater votre roi, votre tyran ou votre faiblard, il ressortira forcément dans une réunion. Et peut-être même que vous allez pouvoir switcher dans les 3 archétypes au cours de la même réunion, c'est complètement possible. Un troisième exercice pour cultiver votre roi, qui, moi, m'aide énormément, c'est les jeux vidéo à choix narratif. Mais pas simplement juste le fait de jouer et puis d'avancer et de prendre du fun, même si, justement, c'est fun. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'échange que je peux générer quand je joue à un jeu vidéo à choix narratif. Donc c'est par exemple, je vous donne des références, les Mass Effect, les D3, Become Human, The Wolf Among Us, The Walking Dead, Fahrenheit, ça c'est des jeux que j'ai faits, et je me suis toujours arrangé pour les partager avec quelqu'un. The Last of Us aussi, même si c'est pas vraiment un jeu à choix narratif, vous allez comprendre avec l'exercice. L'exercice, c'est de justifier ce que votre personnage y fait à voix haute, de mettre le jeu en pause, et d'échanger avec la personne qui est à côté de vous, et de vous dire, ok, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que moi j'aurais fait si c'est pas, là par exemple, The Last of Us, c'est pas un jeu où on a le choix, c'est un jeu qui est couloir, on connaît la fin du scénario, enfin, la fin du scénario sera la même, quelles que soient vos actions dans le jeu, mais quand même, de mettre pause, et de discuter avec la personne à côté, et de dire, what? Ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que si c'est narratif, si c'est un choix narratif comme Mass Effect, qu'est-ce que ce que je viens de dire va avoir un impact? Je me souviens qu'il y a quelque chose qui m'avait bouleversé dans les Mass Effect, c'est qu'à un moment donné, le personnage, donc nous, le joueur, doit prendre la décision de castrer une espèce entière. Donc Mass Effect, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de science-fiction où il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs aliens. Je grossis énormément les traits, hein, c'est pour pas y passer trop de temps. Mais à un moment donné, il y a une espèce qui est hyper belliqueuse et le joueur a la possibilité de castrer toute cette espèce d'un coup pour qu'elle s'éteigne et qu'elle arrête de faire chier la galaxie entière. Sauf que va prendre la décision de castrer une espèce entière. sur le papier, quand on t'expose là en mode ouais, elle casse les couilles, elle cause énormément de problèmes dans la galaxie, elle tue beaucoup de monde, elle fait beaucoup d'homicides, c'est vraiment un problème, c'est vraiment une épine dans le pied de tout le monde. Mais quand même, de prendre la décision de rayer cette espèce, et puis c'est même pas de la rayer en mode allez on fait un blitzkrieg et puis c'est parti, on les recte tous, c'est peut-être même encore pire de les castrer chimiquement à l'échelle galactique d'un seul coup. Enfin bref, voilà, ça c'est, je m'étendrai pas sur cet exemple-là, je vous inviterai justement à faire cet exercice de jouer à des jeux vidéo à choix narratif, et surtout de le faire avec quelqu'un. Et si vous n'avez pas quelqu'un physique, c'est pas grave, hein. Moi ce que je vous conseille, ce que j'aimais bien faire, c'était aller suivre des streamers qui eux le faisaient, cet exercice-là, et qui mettaient des fois le jeu en pause, et qui parlaient à voix haute de ce qu'ils pensaient, qui débriefaient sur le choix qu'ils venaient de prendre, et en débriefant, ben vous, ça va exercer votre propre opinion. Et ça, c'est hyper puissant comme exercice. Un autre exercice, pour revenir dans le plus concret, plus rapide, un exercice de dev perso, c'est la poubelle mentale. Un exercice de journaling qui consiste à écrire sur du papier pendant 5 minutes tout ce que vous avez en tête, mais peu importe le sujet. Hein. C'est vraiment juste, vous mettez une feuille blanche devant vous, vous prenez un stylo, et vous écrivez vos pensées. Juste vous écrivez vos pensées. Tout ce qui vous traverse la tête, vous le sortez, et vous allez voir que ça va faire un réel bien, ça va vous permettre de souffler réellement, de vous créer un espace mental où d'un coup vous allez vous apporter plus de vision et plus de clarté. Et plus de vision et plus de clarté, qu'est-ce que c'est? C'est un roi dans sa pleine puissance. Le journaling, justement, pour reprendre la poubelle mentale qui est un exercice de journaling, faire carrément du journaling, ça peut vous entraîner à prendre du recul sur ce que vous vivez. Aujourd'hui, je n'en fais plus, mais à une époque, je le faisais tous les jours, et même si j'avais pas forcément des choses à dire, c'était très 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 intéressant le recul que ça me permettait de créer dans ma vie. De me dire, ok, même pas forcément à la fin de l'exercice, vraiment pendant l'exercice, de me dire, ah ouais, putain, je suis en train d'écrire ça, en fait. Je pense ça, à l'heure actuelle. Parce qu'entre le penser de manière insidieuse et presque inconsciente, et l'écrire et le coucher concrètement, de manière physique, sur du papier, où on ne peut plus l'ignorer, ou peut-être même quelqu'un pourrait le lire, c'est que c'est très concret, du coup, bah ça ne nous appartient plus, et ça devient réel.
C'est plus caché quelque part au fond de nos pensées. Donc ça peut permettre de gagner très vite en maturité, et la maturité, c'est le roi, de prendre plus facilement ses responsabilités. Et voilà, c'est vraiment des qualités de roi pour le coup. Un exercice très connu et très bateau pour le coup, c'est de célébrer vos succès. Célébrez vos succès, pourquoi? Parce que dans votre roi, dans sa pleine puissance, c'est important pour vous et pour lui d'ancrer vos réussites et de marquer les jalons du royaume qui se développe. D'accord? Marquez vos jalons. Ne mettez pas de côté la célébration, d'autant plus si vous jouez en équipe, d'accord? Que ça soit dans votre foyer, vous jouez forcément en équipe, que ça soit dans vos business, vous jouez peut-être pas en équipe, mais si c'est le cas, faites-le, franchement c'est très puissant. Dernier exercice, c'est de travailler, alors c'est pas vraiment un exercice, mais c'est pour travailler votre équilibre vie pro, vie perso, d'établir des cadres et des limites claires pour maintenir un équilibre sain entre ce qui va se jouer chez vous et ce qui va se jouer au travail. D'autant plus si votre travail est chez vous. Ça a été mon cas pendant des années, c'est encore à moitié mon cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la société est suffisamment grosse pour avoir ses propres bureaux, mais vu mon setup, c'est souvent plus agréable pour moi de travailler à domicile. Il faut un cadre, il faut clairement un cadre. Donc nous, ce qu'on a trouvé avec Océane, c'est que je mets un petit post-it sur mon écran. Cécile, si tu écoutes cet épisode, merci pour l'idée. Je mets un petit post-it sur l'écran, et quand elle voit le post-it, elle me dérange pas. Donc ça, c'est un exemple de cadre pour le coup, où je sais que moi là, je peux être dans ma bulle et je peux travailler. Je suis pas à la maison entre guillemets. Je suis au travail quoi. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Je l'ai aussi noté dans la newsletter. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à la newsletter ou à vous abonner à ce podcast si c'est pas fait. C'est que si vous pensez que votre vie pro a par défaut la priorité, ou en tout cas souvent la priorité sur votre vie perso, parce que c'est son droit, parce que le pro l'emporte sur le perso. Si vous pensez ça, comme j'ai pu moi-même le penser, je reviens d'une longue période de plusieurs années, quasiment 10 ans, où je pensais ça, c'est que vous êtes à la fois, écoutez bien, sous l'ombre du tyran et du sadique. D'accord? Le sadique, je vous invite à aller écouter l'épisode ou lire l'épisode sur le guerrier, où je détaille ce que c'est un sadique. Et un tyran sadique, le combo est pas très agréable, et je l'ai vécu pendant, voilà, encore une fois, presque 10 ans. Et quand il faut réparer les pots cassés, c'est compliqué derrière, d'accord? Ça laisse des vraies séquelles, et pour guérir de ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc essayez d'avorter ça si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire. La vie pro ne l'emporte pas par défaut sur la vie perso. J'espère que cet épisode vous a plu. Renforcez votre roi, devenez un leader, travaillez votre clarté d'esprit, votre jugement, abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Arcane. Ciao.